Bonsoir, bienvenue si vous nous rejoignez sur Business 24 Africa. Vous suivez votre magazine Les défis du moment. Dans ce numéro, nous nous intéressons à un auteur et à son livre. L'auteur, c'est M. Koué Maurice. Et le livre, c'est celui-ci, Le modèle Dioula. Quel enseignement pour la création de richesse? M. Koué Maurice, bonsoir. Bonsoir, cher ami. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous rappelons que M. Koué Maurice est économiste industriel, je dirais socio-économiste. Il est également consultant international en promotion d'investissement, en développement de la culture et de l'esprit d'entreprise. M. Koué Maurice est également spécialiste en finances personnelles. Merci, M. Koué Maurice. Merci, cher ami. Alors, tout de suite, votre ouvrage, vous êtes auteur de plusieurs ouvrages, dont Le modèle Dioula, quel enseignement pour la création de richesse, un ouvrage économique qui parle de l'économie de la Côte d'Ivoire et des différents acteurs qui l'animent. Alors tout de suite, M. Koué Maurice, qu'est-ce qui vous a poussé à écrire cet ouvrage? Oh, il y a de très bonnes raisons. Mais ce que je peux dire, c'est que notre pays, la Côte d'Ivoire, est un pays éminemment riche. Et à ce titre-là, ça attire énormément d'acteurs économiques de tous les pays du monde. Pendant ce temps, les jeunes Ivoiriens diplômés dorment, observent, sont devenus des spectateurs. Et à côté de ceux qui dorment, il y a des gens qui partent de rien pour essayer de créer leur petite unité d'activité qui génère des ressources. Je me suis dit, il y a de quoi à prendre comme leçon, comme enseignement. Donc il faut absolument réfléchir pour voir quelles leçons on peut tirer de ceux qui entreprennent en Côte d'Ivoire, pourtant qui viennent de l'étranger, qui ont moins de diplômes, pour que la majorité des Ivoiriens s'en inspirent et qu'ils puissent également créer leurs activités. Voilà la raison fondamentale. Ok, et cette raison a donné donc naissance à ce bébé que tous les économistes et la plupart des Ivoiriens connaissent très bien. Le modèle Dioula, quel enseignement pour la création de richesse? C'est quoi le modèle Dioula? Le modèle Dioula, c'est un esprit, ce n'est pas le malinqué qu'on voit souvent derrière le mot Dioula. Ici, moi, je parle d'un concept, d'un esprit commercial, d'un esprit d'entreprise. Et donc, c'est le modèle il dit quoi? Il dit, moi, je ne cherche pas d'emploi, je crée mon emploi. Donc c'est une méthode, c'est une façon de voir les choses. C'est un concept qui part de rien et qui évolue de façon graduelle vers la réalisation d'un certain nombre d'activités. On n'entend pas ici à commencer par créer de grosses entreprises, mais on y va pas à pas, de façon très, très étapiste, de telle sorte qu'on puisse maîtriser tous les rouages, tous les problèmes, tous les freins qu'on rencontre sur notre route. Et ça, c'est une source de succès, de réussite. Voilà, essentiellement, la base du modèle Dioula. Ok, mais qu'est-ce qui caractérise ce modèle? Ce modèle est caractérisé essentiellement par une culture, bien, un ensemble de cultures. Culture d'entreprise, le goût du risque, le sens de l'épargne, donc c'est un sacrifice, la persévérance et l'esprit de solidarité sociale et économique. Tout ça, c'est des bases que d'ailleurs le modèle Dioula partage, bien les adeptes du modèle Dioula partagent avec beaucoup de gens qui ont le même esprit d'entreprise. Donc, c'est vraiment une base de culture et d'esprit qui façonne un peu le comportement de cet individu-là, celui qui est adepte, afin de créer, en toute sérénité, afin de préparer d'abord son envol vers la création d'entreprise, et en même temps, il essaie de prendre toutes les dispositions nécessaires pour arriver à maîtriser l'itinéraire de création d'entreprise. Ok, M. Koué, à vous écouter, le modèle Dioula prend sa source dans le secteur informel, parce que toutes ces communautés venant des pays de la sous-région, on ne les retrouve pas généralement à la fonction publique, ni dans les sociétés privées, mais on les retrouve dans le secteur informel. Et pour vous, il y a un modèle, le modèle Dioula, qui peut aider
les gens à maîtriser le secteur informel. Mais est-ce que ce n'est pas précaire, le secteur informel? D'abord, le secteur informel, ce n'est pas le bon mot. Parce qu'en fait, de quoi s'autorise-t-on à dire que un tel secteur qui nourrit énormément de gens est informel? Le mot informel n'est pas très très propre. En fait, c'est une pépinière. Et de cette pépinière, on essaie d'extraire des leçons, on essaie d'initier un certain nombre d'activités et qui nous permettent maintenant d'aller vers, à grandeur nature, vers d'autres horizons. Donc, c'est la plupart des adeptes du modèle Gula et des ressortissants de la sous-région qui sont dans ce secteur d'activité prennent, comme vous l'utilisez le mot, le secteur informel comme étant un laboratoire. Il y en a qui y restent, mais il y en a aussi qui s'en sortent. Donc, c'est une phase de préparation à la véritable création d'entreprises qui va du secteur informel jusqu'aux petites et moyennes entreprises. L'idée, c'est de ne pas rester là et d'évoluer. Donc, il faut évoluer donc vers d'autres secteurs d'activité à partir de ces leçons qu'on a développées dans ce fameux secteur informel. Ok. Vous parlez de l'auto-emploi et vous utilisez le modèle Jula, où un groupe de personnes avec la discipline, avec une organisation particulière, arrive à prendre un secteur d'activité et à s'en sortir et à devenir maître de ce secteur. Alors, bon, le modèle Jula, mais il y a plusieurs autres modèles en Afrique. On peut dire, je pense tout de suite au concept Bamileke au Cameroun. Qu'est-ce qui fait la différence entre le modèle Jula et le concept Bamileke? Il n'y a pas de différence fondamentale. J'ai passé quelques années au Cameroun, donc je connais bien le secteur. C'est la même base culturelle. Les gens, ils ont le même esprit, l'esprit d'entreprise. Dans chaque communauté, il y a toujours au moins 10% de la population qui bénéficie de cet esprit d'entreprise. Dans chaque communauté donnée, 10% de la population a un esprit d'entreprise. Quand tu prends un village, il y a au moins 10%. Tu prends une région, il y a 10%. Tu prends une région, un pays, ou bien partout, il y a toujours 10%. Mais les gens, il n'y a pas beaucoup de gens qui exploitent ce talent-là que j'appelle l'esprit d'entreprise. L'idée, c'est parce qu'ils ne l'exploitent pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de... L'environnement ne s'y prête pas. L'État ne prend pas toutes les dispositions pour essayer de rendre favorable un peu tout ce qui manifeste un peu ceux qui ont cet esprit d'entreprise. Alors, vous parlez de Cameroun, des Bamileke. L'idée, c'est que la plupart des Bamileke qui entreprennent, ils ont bien sûr l'esprit d'entreprise, ils ont l'esprit d'épargne, la persévérance, le goût du travail, le goût du risque, et on les retrouve exactement chez l'adepte du modèle en Côte d'Ivoire. On dit souvent le Bamileke est en Afrique centrale, c'est que le Gula est en Afrique de l'Ouest. Mais il y a quand même quelques petites différences. Le Bamileke camerounais est très très fort sur la solidarité économique. Tout le monde sait, en gros, comment la cantine marche très très bien là-bas. Et il y en a de divers niveaux. Et il y a même eu des moments, des périodes où les banquiers, bien toutes les banques d'ailleurs, se sont inquiétés par la promotion extrême, bien par le développement extrême de la cantine. Donc, ils ont une avance à ce point de vue-là. Mais au niveau de l'appui des parents, de la famille, au niveau de l'épargne, au niveau du sacrifice, au niveau de la persévérance, je pense que c'est exactement la même chose. Parce qu'on ne peut pas entreprendre si on n'a pas le goût du risque, bien sûr. On ne peut pas épargner, on ne peut pas réussir à créer une entreprise si on n'a pas l'esprit d'épargne. Là-bas, c'est un sacrifice incontournable. D'ailleurs, la plupart des Bamileke qui ont réussi sont traités de gens très très méchants parce qu'ils pensent d'abord à l'épargne, donc à leur grenier, avant de penser aux autres. Donc je pense que sensiblement c'est la même chose. La notion de solidarité économique, la notion de solidarité sociale sont des éléments qui sont privilégiés dans ces milieux, dans ces deux milieux et dans ces deux concepts. Mais essentiellement, ça prête la même base et c'est de là qu'ils prennent un peu leur inspiration. Ok, revenons en Côte d'Ivoire. Dans votre livre, vous expliquez qu'il y a certaines filières économiques
du pays qui est sous domination de certaines communautés. Et ces communautés sont venues, pauvres pour la plupart, vous le disiez dans votre livre. Et après quelques années, à force de travail, il y a tout un secteur économique qui est maîtrisé par cette économie. Et comment expliquez-vous cela? Bon, il y a, avec les ressortissants des différentes régions de l'Afrique de l'Ouest, les gens sont venus, ils ont identifié le secteur d'activité. Ils ont un certain sens d'observation parce qu'ils savaient pourquoi ils venaient. Donc, à partir de leur observation, ils ont identifié des besoins et à partir de ces besoins-là, ils ont réussi à identifier donc des secteurs d'activité qui marchent, qui sont très très porteurs. Et chacune de ces communautés a établi sa démarche entrepreneuriale sur des besoins précis, pour répondre à des besoins également précis. Donc, on s'est donc retrouvé finalement avec une filière d'un pays, ou bien une filière des ressortissants d'un pays, et chacun a réussi à développer, à dresser une espèce de clôture, je dirais presque étanche, entre ce que le voisin venant d'un autre pays fait par rapport à tel autre. Exemple, vous prenez les boutiques des Mauritaniens. Tout à fait, les boutiques. Voilà. Par exemple, dans votre livre, vous êtes avec force détail et avec des exemples, vous avez même cité des exemples. Par exemple, l'exemple des Mauritaniens. Oui. Parlez-nous de la filière qu'ils maîtrisent et comment ils sont arrivés à mettre cette filière sous domination. D'accord, très bien. Donc, il y a d'abord, à la date d'aujourd'hui, au mois où j'écrivais le livre, il y avait au bas mot 40 000 boutiques mauritaniennes. 40 000 en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. Et il faisait en moyenne, au bas mot, 300 000 francs CFA par mois. Alors, faites le calcul. Vous allez très vite arriver au moins à 144 milliards par an. Alors, l'idée, c'est qu'ils viennent, eux, ils ont une caractéristique particulière parce qu'ils sont ici comme étant des véritables conseillers techniques qui sont en coopération technique. Parce qu'il y a leur ambassade qui joue un rôle très très important, qui les installe, et bien qui identifie. Donc bref, ils ont une organisation qui les encadre également. Donc, eux, vraiment, ils réussissent. Ils ont un sens de prévoyance ou bien de planification très très poussé. Dès qu'il y a un développement immobilier qui s'est créé quelque part, ils sont automatiquement là-bas. Ce qui n'est pas le cas d'une autre. D'accord, mais là, si je vous suis bien, vous parlez là d'une organisation et l'organisation est chapeautée au sommet par l'État mauritanien. Oui, à travers l'ambassade. À travers l'ambassade. Tout à fait. Et donc, tous les travailleurs des boutiques mauritaniennes sont un peu des coopérants. D'une certaine façon, en effet, oui. Parce qu'ils ont une organisation que d'aucuns ne peuvent pas facilement comprendre. Mais il reste que c'est très très bien structuré, ça c'est clair. Ils ont même des inspecteurs qui passent les voir. Ah non, ils sont vraiment très 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 bien organisés. Mais à qui appartiennent les boutiques mauritaniennes? Aux Mauritaniens eux-mêmes qui sont accompagnés par l'ambassade ou à l'État mauritanien? Il y a des cautions. Il y a des cautions que les gens payent, mais et qui leur donnent droit à un certain encadrement de l'ambassade, parce qu'en fait, après tout, c'est quand même un pays étranger. Donc, pour ne pas les exposer à des risques de braquage ou bien de détournement, il y a quand même un minimum d'organisation qui fait qu'ils prospèrent. Mais ce qui est important, c'est qu'ils sont dans les petites boutiques. C'est vrai, ils dorment là, ils font tout là, c'est vrai. Mais ils ont un sens très très pratique au plan de l'organisation. Jusque-là, ils étaient confinés dans les boutiques. Mais comme les Ivoiriens ne bougent pas, comme les Ivoiriens eux-mêmes dorment, sont passifs ou bien n'ont pas réussi dans ce domaine-là, parce qu'ils devaient bien faire la sieste, parce qu'ils devaient bien aller enterrer leurs morts, parce qu'ils devaient bien prendre des congés, ce qui n'est pas le cas du Mauritanien, beaucoup d'Ivoiriens qui s'y sont essayés ont échoué. Donc, moi ce que j'ai proposé dans le livre, entre autres, je me disais, bon, comme les Ivoiriens étant ce qu'ils sont, il faut donc créer un espace que j'appellerais supérette, où l'Ivoirien peut, avec 3-4 employés, peut s'autoriser à prendre des congés.
peut s'autoriser à à faire la sieste ou bien aller aux funérailles. Ok, M. Maurice, nous y reviendrons. Très bien. On parlera de comment aider les Ivoiriens à se réveiller. Mais l'histoire de la communauté mauritanienne m'intéresse, parce qu'on se souvient à l'époque, on avait créé des chaînes-parcs, des chaînes-avions, gérés par des Ivoiriens. Et pratiquement, la plupart de ces magasins sont tombés. On peut le dire ainsi, mais les boutiques mauritaniennes résistent au temps. Oui, parce qu'il y a un système de gestion privée, ce qui est nettement différent du système étatique. Ces boutiques-là ont échoué parce que c'était dirigé par l'État. Et nos parents ici disent, nos Ivoiriens disent, ce qui appartient à l'État n'appartient à personne. Donc, il y avait une espèce de négligence dans la gestion, dans le management même de ces structures-là. Mais après, les chaînes d'avion ont été cédés à des privés, mais ça n'a pas fait long feu non plus. Oui, parce qu'il y a encore ça, cette culture d'entreprise qui n'est pas bien. Ce n'est pas tout de créer une entreprise, ce n'est pas tout de lancer son unité. Mais il faut qu'il y ait un encadrement, une assistance. Et il faut un encadrement permanent. Or là, quand on te donne l'argent sans qu'il y ait une certaine contrepartie, alors évidemment, tu peux pas, ce n'est pas à toi entièrement. Donc, on a vu également le cas avec les fonds sociaux. En 1995, quand le président Bédi avait avait lancé son projet de fonds sociaux, avec plus de 21 milliards, il y a à peine 10% qui sont restés en chantier. Bon, il reste que on n'a pas pu prendre les mesures nécessaires pour essayer d'encadrer ces gens, ces jeunes qui devaient entreprendre. Évidemment, ils étaient laissés abandonnés à eux-mêmes et ça n'a pas donné le résultat qu'on en attendait. Ok, M. Maurice, on va aussi parler d'une autre communauté dont l'histoire m'intéresse particulièrement, la communauté nigérienne. Voilà. Ok, voici les frères de l'espace CEDEAO qui vivent dans une zone naturellement difficile, qui viennent en Côte d'Ivoire et qui mettent tout un secteur économique sous domination nigérienne. Parle-nous un peu des Nigériens. Ils ont un esprit commercial, donc d'entreprise, qui est presque inné, et c'est dû à l'espace territorial qui les occupait. Et là-bas, il faut avoir vécu un peu dans le pays, là-bas, les gens ne se gênent pas de dire à leur enfant, écoute, si tu sais lire et écrire, ça suffit. Prends ma valise et puis suis-moi dans la boutique. Donc, ils arrivent très vite à apprivoiser les notions de gestion commerciale. Et donc, ils sont déjà préparés quelque peu. Et comme c'est un pays où il n'y a pas beaucoup d'industrie, il n'y a pas de forêt, il n'y a pas de bois, il n'y a pas de manioc qui pousse par conséquent. Et donc, ces jeunes clients, très vite, une fois qu'ils ont réussi à maîtriser un peu les quelques petits concepts de base au plan commercial, vont à l'aventure, notamment en Côte d'Ivoire. Quand ils arrivent ici, à cause de leur esprit de solidarité, ces jeunes gens se font accueillir quelque part et ils partent de rien pour aller vers les quincailleries. Du marché Gouro, ils essaient sans gêne de porter des bagages et du bagage. Donc c'est aux charrettes, des charrettes aux quincailleries, et ça marche. Mais ils ne sont pas décomplexés du tout. Ils essaient de dire qu'il n'y a pas de petit argent. Là où ça peut rapporter, ça rapporte. On va les voir tantôt avec des bagages d'igname sur le dos, ou bien des petits bagages d'igname sur le dos, ou bien sur la tête, des petites machines à coudre, mais ils savent où ils vont. Ils savent pourquoi ils sont là. Et quand ils ont après 10 francs, il y a au moins 5 francs qui passent à l'épargne. Ça, c'est systématique. Et à chaque fois, je vois, comme les Mauritaniens, les Nigériens, l'épargne est quelque chose d'important. Ah non, c'est même capital. C'est très, très important. Parce que nous, les Ivoiriens, quand on veut épargner, on n'épargne de façon accidentelle. Mais l'épargne, ce n'est pas un accident. Si tu passes par là, tu n'arriveras jamais. Il faut, comme les autres le font, il faut faire de l'épargne sa première dépense. Et c'est comme ça qu'on peut essayer de bâtir un projet. Parce que le grenier est rempli et donc on peut facilement bâtir un projet. Ok, les Nigériens, on les appelle les Aoussa, même s'ils ne sont pas tous Aoussa. Alors, quelle est la filière maîtrisée par les Aoussa qui vivent en Côte d'Ivoire? Bon, on les connaît en gros. Il faut voir tout de suite les tôles. Le commerce de tôle. Le commerce de tôle, les maisons. Bois, en tout cas le BTP.
Le bois. Le bois, il y a bien sûr la kéké, le garba, le fameux garba qui marche très 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 bien. Ah, la kéké, c'est semoule de manioc, très prisé par les jeunes et par la population ivoirienne. Tout le monde maintenant. Et donc, mais néanmoins, une filière maîtrisée par les Nigérians, c'est assez bizarre quand même. Les Nigériens. Les Nigériens, pardon. Oui. Les Nigériens. Oui, c'est assez bizarre, mais ils ont une capacité d'adaptation terrible. Hein. Et ils y vont par identification des besoins. Donc ils sentent la chose. Aller au marché Gouro, sans les Nigériens, sans les Aoussa, le marché Gouro ne pourra pas exister longtemps. Parce que c'est lié un peu à un approvisionnement constant en matières premières, donc en vivrier. Des Ivoiriens s'y sont essayés, ils n'ont pas réussi. Parce que les Ivoiriens n'arrivent pas à comprendre le langage des policiers ou bien des douaniers qui sont sur la route. Eux, ils comprennent, ils savent comment les gérer. Or, le marché Gouro, nos sœurs, nos femmes qui sont là-bas, elles plutôt disent, mais écoutez, ça c'est notre activité, vous êtes inconstant, on ne peut pas compter sur vous, les Ivoiriens, parce qu'un jour ça va, un jour ça ne va pas. Nous, on préfère travailler avec ces Aoussa qui, eux, maîtrisent le langage des policiers, ils savent comment les gérer. Monsieur Maurice, si je vous suis bien, alors, sur nos marchés, les femmes ivoiriennes vendent à l'étal, mais elles sont approvisionnées par les Aoussa. Tout à fait. Et les Ivoiriens qui ont cherché à approvisionner les marchés Gouro ont échoué parce que il y a des tracasseries routières et la plupart des Ivoiriens rechignent à donner quelque chose aux policiers. Tout à fait. Alors que les Aoussa, ils sont plus coopérants. Les Aoussa sont plus organisés. Ils savent comment le langage que le policier vient, le douanier vient entendre et il les gère. Et donc avec eux, le marché est approvisionné régulièrement. Ils ont fini par maîtriser cette filière. Tout à fait. Donc parce que c'est eux qui comme ont les voitures de charbon, les voitures de bananes, les voitures de manioc, les voitures d'ananas. Et tout ça, notre dame qui vend dans son petit coin au marché Gouro a besoin de ça, mais de façon régulière, parce que les clients n'entendent pas. Si ça ne vient pas un jour, le client a des problèmes, donc elles aussi, elles ont des problèmes. Donc elles préfèrent s'appuyer sur des gens sérieux qui sont bien organisés et qui peuvent en conséquence leur apporter les produits qu'elles désirent. Mais quelles leçons on peut tirer de cette organisation des Aoussa? Oui, la leçon en gros qu'on pourrait tirer, c'est qu'il faut, dans toute chose, il faut en faire un métier. C'est-à-dire, il ne faut pas faire du banana entre guillemets. Il faut s'organiser. Il faut savoir où tu vas, quels moyens tu prends, te préparer pour y arriver. Parce que le comportement de celui qui en fait un métier n'est pas tout à fait différent du comportement de celui qui est arrivé là de façon hasardeuse. Donc, malheureusement, la plupart des Ivoiriens qui n'ont pas l'esprit d'entreprise, mais qui sont là parce qu'ils ont été obligés d'être là en attendant qu'ils trouvent un emploi, ce n'est pas la même chose du tout. Donc, il est bon que, avant de s'engager dans un secteur d'activité, il faut en maîtriser les éléments, les appuis, pour que tu puisses exercer ce métier-là sans trop de problèmes. Donc, on les voit comme ça, mais on a l'impression qu'ils ne sont pas intellectuels, donc ils y vont au hasard. Non. Mais de façon analphabète, ils ont un système d'organisation qui est très pointu et qui a des règles et ils se contrôlent. Dans votre livre, le mot solidarité à chaque fois ressort. Et donc vous dites que ces communautés sont très solidaires. Oui, en effet. Et il y a une bonne raison à cela, parce que les banques que nous avons en Côte d'Ivoire ne donnent pas de l'argent à des gens qui ne sont pas formellement installés, qui n'ont pas de garantie et qui par conséquent doivent être laissés sur les carreaux. Ils ont trouvé la contrepartie, notamment la plupart des communautés qui vivent ici, y compris les Libanais. Ils ont chaque fois qu'ils travaillent, au moins de l'abondance, ils pensent au grenier. Donc ils sauvent tout de suite, selon le montant qui a été décidé par leur communauté, un certain montant, un certain pourcentage qu'ils font gérer par le seigneur du coin. Et donc, quand il y a près de 200 personnes, 300 personnes, évidemment, ça fait beaucoup. Tout à l'heure, on parlait des tôles, on parlait du bois. C'est pas gratuit, ça coûte très cher. Parce que maintenant, il y en a qui ont réussi avec le système de solidarité économique. Ils ont réussi à sauver 200, 300, 400 millions de francs CFA.
Et donc, c'est avec cet argent qu'ils vont voir l'industriel qui lui dit « Ok, merci, si tu me fais pas, tu m'empêches de passer des écritures administratives qui me coûtent très cher. Donc, j'ai fait de toi un grossiste. » Alors, maintenant, toi, Ivoirien, toi qui n'aimes pas la solidarité, toi qui aimes toujours y aller de façon très individuelle, 2 ou 3 personnes, 2, 3, 5 millions, quand tu retournes quand tu vas chez l'industriel, tu vas dire, va voir le petit Aoussa. Tu n'aimes pas la solidarité économique, va voir là, et bien là, quand tu vas, tu paies, parce qu'en fait, il te taxe également. Ça coûte plus cher que ce à quoi tu devrais avoir droit. Donc, voyez-vous, la solidarité économique, elle est importante. Parce que ce qu'on ne peut pas obtenir de la banque, on peut l'obtenir par le groupe, l'union faisant la force. Ok, merci. Et donc, on va s'intéresser à une autre communauté, la communauté burkinabé. Les Burkinabés ont une forte communauté ici en Côte d'Ivoire, 4 millions minimum. 4 à 5 millions. Même, oui. De Burkinabés vivent en Côte d'Ivoire et en paix et en bonne intelligence avec les autochtones. Tout à fait. Alors, quelle est la filière économique qui est maîtrisée par les Burkinabés? Bon, l'agriculture, ça va de soi. Hein. Ils ont des plantations d'EVA, des plantations de cacao, des fleurs, des pépinières, de toutes sortes de choses. Je pense que les boutiques dans les différentes campagnes, parce que souvent ils vivent un peu dans les plantations, donc en fait, tout ce qui touche un peu la partie, l'espace de plantation, ils ont des biens qui sont importants. Et ils sont, donc, comme j'ai dit dans le livre, ils font partie de la première catégorie qui sont détenteurs de beaucoup de patrimoine, de beaucoup de ressources. C'est vrai, ça fait longtemps qu'ils sont avec nous. C'est vrai parce qu'ils sont indispensables à l'agriculture, au bon fonctionnement de l'agriculture. Étant donné que notre agriculture n'est pas mécanisée, on a besoin des bras forts pour essayer de faire fonctionner notre agriculture. Donc, cette histoire de Burkinabé m'intéresse. Alors, d'ouvriers, aujourd'hui, ils sont les patrons. Oui. De la même façon que les autres Aoussa et autres évoluent, eux aussi, ils partent d'un contrat d'un mois, de 2 mois, de 3 mois, et ils finissent, une fois que l'argent est accumulé, ils finissent par obtenir, ou bien par acheter des hectares. Et ils font la même chose qu'ils faisaient. Mais simplement, ils travaillent pour eux-mêmes. Alors, ça devient très très important parce que c'est des gros propriétaires. Ils sont partis de rien et ils ont évolué vers des hectares de terrain. Et là, bon, vous parlez de plusieurs autres communautés, la communauté béninoise, vous parlez également de la communauté française, de la communauté libanaise. La communauté libanaise, par exemple, c'est une communauté qui pratiquement maîtrise l'économie ivoirienne. Oui, pas plus que les autres. Hein. On prend même le cas des Français. En fait, chacun a sa filière. Je vous ai en parlé peut-être un peu. Chaque pays a fonctionné comme au temps de la colonisation. Les Français avaient leur précaré, les Anglais avaient leur précaré également. Dans le cas de nous, la Côte d'Ivoire, on a atterri dans les bras de la France. C'est là-bas qui nous considérait comme étant un territoire vacant. Donc il n'y avait que des éléphants. Bref, mais c'est pas ça. Aujourd'hui, à l'indépendance, on a réussi quand on a réussi à avoir notre indépendance, on a pu, au lieu que les Français, qui nous ont beaucoup aidés, partent, ils sont restés là parce qu'ils connaissaient déjà très très bien l'environnement économique. Aujourd'hui, au moment où on se parle, les 80% des grosses entreprises industrielles appartiennent aux Français. Et les Libanais sont dans les petites et moyennes entreprises industrielles notamment. Et petit à petit, quand eux, ils avancent, ils laissent la partie aux ressortissants de la CEDEAO. J'ai fait dans le livre une échelle où, je t'enseigne, nous occupons la dernière rampe de l'économie ivoirienne, avec 20% seulement. Donc, les Ivoiriens ne maîtrisent que 20% de l'économie. Au plan de création d'entreprises. Ok. Et après, c'est la CEDEAO, après c'est les Libanais, et après c'est les Français. Donc c'est une échelle, et chacun à sa place. Pour revenir à la communauté libanaise, comment il y a des dizaines d'années de cela, des gens venaient de leur Liban natal avec peut-être un petit sac, et aujourd'hui ils sont tout puissants, ils sont autant
et envié que craint. Ah oui, tout à fait. Ils sont puissants. C'est quoi? C'est la solidarité? C'est la solidarité. Ils ont une organisation importante à travers le monde qui les appuie. Mais quand ils arrivent ici, c'est comme un petit Aoussa ou bien un petit Burkinabé. Mais comme eux, ils ont un certain niveau d'organisation quand même qui dépasse un peu le niveau moyen des Ivoiriens. Ceux-là, on les oriente dans les activités et on les finance. Parce qu'eux-mêmes, ils remboursent ce que les gens ont mis dans leur investissement. Donc, c'est pas au hasard. Hein. Et au nom de la fameuse solidarité également, parce que quand tu travailles, il faut contribuer. Donc, c'est ça qui est important. Donc, en fait, les Libanais sont organisés également et ils sont appuyés, ils sont aidés, ils sont conseillés pour que leur activité marche, pour que leur communauté grossisse. Ok, M. Koué, tout de suite, une question me passe par l'esprit. Où sont les Ivoiriens? Où sont les autochtones? Oui. Pendant que les autres maîtrisent une filière économique, pourquoi les Ivoiriens ont-ils un très peu d'intérêt à l'entrepreneuriat? Juste d'abord dire un dernier mot sur les Libanais. Hein. Allons-y. Je voulais tout de même dire que c'est vraiment des gens qui ont de l'expérience, parce que c'est des gens qui voyagent beaucoup et qui ont des organisations à travers le monde, aux États-Unis ou ailleurs. Donc leurs affaires marchent et ils n'ont pas peur de la crise. Il y a un Libanais durant mon étude qui me disait, oui, mais nous on a connu en 1975, pire que ça. Vous là, ça c'est petit affaire ça, il faut laisser. Donc, et même quand les Français sont partis avec la crise, avec la première crise, ils sont restés. D'accord, il y a cette phrase de Daniel Brichard que vous avez repris dans votre livre. Oui. Daniel Brichard, c'est l'ancien président de la FIPME, la Fédération Ivoirienne des Petites et Moyennes Entreprises. Alors il disait, pendant que les Ivoiriens espèrent, les Européens désespèrent, les Libanais prospèrent. Donc ils n'ont vraiment pas peur de la crise. Ils n'ont pas peur de la crise. Pour eux là, plus il y a la crise, ils ont un esprit de riche. Vous savez, un riche, quand il y a des problèmes, lui, il ne cherche que des opportunités. Pendant que le pauvre comme nous, qui n'avons pas d'esprit d'entreprise, nous ne voyons que les problèmes. Donc, dans les problèmes, il y en a qui s'enrichissent. Oui. Alors, la question qui se pose, c'est où sont les autochtones ivoiriens, et pourquoi l'Ivoirien a-t-il peu d'intérêt à l'entrepreneuriat? Bon, il n'a pas peu d'intérêt. En fait, il est inculte. Excusez-moi le terme, c'est peut-être trop fort. Mais c'est une question d'orientation. L'Ivoirien dit, moi, mes parents, on a obtenu l'indépendance en 1960 parce qu'on était dominé, on était dominé, oui, on était dirigé par les étrangers. Nous voulons prendre notre économie, notre administration en main. Donc, ils ont lutté, ils ont pris. Parce que pour eux, il fallait absolument que, pour eux, ça veut dire être bureaucrate, c'était la fin des choses. Donc il fallait être en cravate, sous climatiseur, au lieu d'essayer de souffrir dans la rue. Mais ils ont su par la suite que ce n'est pas là que se trouvait la véritable manne. L'argent n'est pas là. Tu as peut-être le confort, tu as peut-être le climatiseur, mais ce n'est pas ça qui donne l'argent. Les gens qui nous ont dominés à cette époque-là, ils sont tous restés, ils ne sont pas partis. Et c'est parce qu'ils avaient la maîtrise totale de l'économie ivoirienne. Donc ils savaient quelle filière était beaucoup plus porteuse. Ils savaient quelle filière où ils pouvaient gagner beaucoup plus d'argent. Donc en fait, c'était de l'esprit. Aujourd'hui, cet esprit est malheureusement demeuré tel. Les Ivoiriens, avec leur diplôme, ils ne veulent travailler que pour un poste de salariat, un poste de bureaucrate. Vous voyez, quand vous voyez les concours des régies financières, mais c'est terrible. Il y a du monde, il y a du monde. Alors donc, les Ivoiriens, ils aiment la facilité, ils n'aiment pas souffrir, ils n'ont pas le goût des risques. Donc, c'est ça qui nous guide. Mais malheureusement, quand tu es salarié, tu n'es qu'un salarié. Avec le salaire, ça ne te fera jamais enrichir. Il faut prendre le risque, et ça s'apprend. Donc, c'est un problème culturel. Tout à fait. Dès que l'Ivoirien a eu l'indépendance, il s'est dit, je vais travailler dans l'administration. Et depuis 1960 jusqu'à ce jour, l'Ivoirien a eu l'indépendance politique, oui, mais reste à avoir l'indépendance économique. Tout à fait. Ok. Vous l'avez démontré dans votre livre que le modèle Djoula a sauvé la Côte d'Ivoire économique, en citant des exemples de certaines communautés ivoiriennes qui se sont, elles aussi, organisées en solidarité, en épargne,
pour pouvoir maîtriser certaines filières, même si elles sont rares, mais le modèle Djoula, vous le dites, a sauvé les Ivoiriens. A sauvé d'une part, mais a démystifié beaucoup de choses. A sauvé d'abord parce que les Ivoiriens, s'il n'y avait pas des adeptes du modèle Djoula qui s'étaient manifestés pour essayer de faire comme les autres qui nous envahissaient au plan économique, on n'a même pas eu de filière. Donc l'intervention du modèle Djoula nous a servi des remparts contre... Quelles sont les communautés ivoiriennes qui ont utilisé le modèle Djoula? Oui. Les Malinké, par exemple? Tout le monde. Les Malinké, les Korogo, mais ce n'est pas localisé. Hein. J'avoue qu'il y a des individus dans chaque... Tout à l'heure, je disais qu'il y avait... Dans chaque communauté, il y a toujours au moins 10% de la population qui a l'esprit d'entreprise. Donc cet esprit-là, il est partout. Il est partout. Et d'ailleurs, je cite dans le livre, je prends le cas de Yacouba Silla, je prends le cas de Nzikan. Yacouba Silla qui était un transporteur. Oui, qui est le précurseur. Le précurseur. Nzikan qui est le modernisateur. Et Nzikan qui ne savait ni lire ni écrire, mais aujourd'hui, qui est une référence. Une référence. Voilà. Au Burkina, c'est Kanazoué Oumarou, qui lui était le véritable Bouygues africain. Au Cameroun, c'était la même chose, avec un certain Fosso dont je parle. Et la plupart de ces acteurs que j'ai cités là, d'exemple, étaient tous des analphabètes. J'ai oublié. Mais, et ils ont pourtant relevé des défis. Ils ont été des millionnaires, des milliardaires avant leur mort. Mais le modèle Djoula a tellement bien marché que ça fait des petits aussi, des petites notamment. Le concept modèle Gouro, qui est aujourd'hui un concept ivoirien qui est exporté dans la sous-région, est devenu un concept qui fait plaisir à tout le monde. Mais ça a tellement bien marché que cette dame-là, qui ne savait ni lire ni écrire également, a pu percer. Là vous citez Nantilou. Nantilou Rosalie, oui, en effet. Nantilou Rosalie, une icône des femmes du Rier, appelées les femmes Gouro. Tout à fait. Qui a organisé ses sœurs et qui a créé des marchés. Qui a créé des marchés partout. Maintenant, ça fait des bulles et partout, il y en a. Donc, le modèle Djoula est un modèle bien né chez nous, qui nous fait honneur et qui, ma foi, a démystifié le diplôme. Parce que nos Ivoiriens sont encore trop braqués sur la notion de diplôme. Le diplôme n'est qu'un papier. N'est qu'un papier qui nous permet peut-être de comprendre mieux les choses, d'avancer peut-être. Mais ce n'est pas l'essentiel. Parce que ça ne suffit pas pour être riche. Parce que ça ne crée pas d'emploi directement. Donc il faut qu'on fasse très attention. Je parle tout à l'heure, je parlais même de femmes gourou avec le concept, mais il y a aussi, rappelons-nous, les Sénégalais à l'indépendance, oui, avant l'indépendance, jusqu'à 1960, étaient des gens très puissants. Hein. Oui, très puissants avec le riz sénégalais, qui pouvait s'en passer. Aujourd'hui, est-ce que vous voyez encore des restaurants de riz sénégalais? Non, nulle part. Ils ont été dominés, ils ont été évacués de façon très très douce avec les maquis. Maquis étaient dirigés par nos femmes maoulées parce que les Ivoiriens voulaient trouver là un environnement, une ambiance tout à fait villageoise avec du foutou, avec la goutti, bref, des viandes de brousse. Et ça suffit largement pour évacuer les Sénégalais qui faisaient la loi à l'époque. Donc grâce au modèle Djoula, il y a certains groupes ethniques en Côte d'Ivoire qui résistent et qui arrivent à prendre le pas dans certains secteurs. Et c'est ça, c'est ce que je voulais démontrer. Qu'il y a des choses qu'on doit copier, il y a des enseignements qu'il faut tirer pour que nous puissions nous décoloniser et en avançant vers des choses de façon originale pour que nous puissions nous aussi créer. Et je vais appeler le plus loin. C'est que nous vivons en Côte d'Ivoire. Avec la domination de notre espace économique, ce n'est pas seulement en Côte d'Ivoire ni en Afrique. J'ai vécu longtemps au Canada et les Québécois du Canada ont vécu après la même chose avec les Anglo-Saxons. Il faut le dire. Il a fallu qu'ils prennent conscience à un moment donné qu'ils privilégient leur modèle québécois pour qu'ils puissent doucement prendre la place. Parce que la nature n'aime pas le vide. Si les gens sont venus ici, c'est parce que justement il y avait de la place à prendre. Donc, je le dis, peut-être pas, on n'est pas en conclusion, mais je veux dire que ce que je dis n'est pas forcément pour évacuer ou bien pour brimer ou bien pour brutaliser les ressortissants ivoiriens les ressortissants de la sous-région qui sont ici. Ils sont venus parce qu'il y avait de la place. Nous voulons tirer des leçons de leur présence, de leur façon de faire,
Parce que nous, au plan de l'esprit d'entreprise, on est nuls. Disons-le clairement. On est nuls, donc nous avons de quoi apprendre. Et nous devons avancer parce que ça va en créant la richesse qu'on combat la pauvreté. Pour nous, c'est extrêmement important. Ok, l'État de Côte d'Ivoire s'est donné pour mission d'insérer les jeunes Ivoiriens dans le tissu socio-économique. Alors, comment le modèle Djoula pourrait-il être utilisé par l'État de Côte d'Ivoire pour donner du travail à ces ressortissants jeunes qui cherchent du travail? D'abord, le mot-clé dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est l'adepte du modèle Djoula. Il ne cherche pas un emploi, il crée son emploi. Cet esprit, c'est vraiment puissant. Alors, donc la promotion de l'entrepreneuriat. Voilà, nécessairement. Donc il faut que ce soit organisé, il faut que l'État prenne sa place. L'État a essayé avec on en a parlé tout à l'heure, les boutiques Chaîne-avion, à l'époque. Oui, à l'époque. Ils n'ont pas fait long feu. Non, et puis avec les fonds sociaux. Bon, bref. Les initiatives n'ont pas manqué. Mais elles n'ont pas porté. N'ont pas porté parce qu'on n'a pas pris les dispositions nécessaires. Donc, désormais, à mon avis, il faut former les gens, il faut les encadrer, il faut leur donner des repères. C'est pas tout. Il ne faut pas. L'argent, c'est pas tout. L'argent, à mon avis, en tout cas, celui qui ne peut pas faire preuve pour donner au moins un minimum à partir de son épargne, ne mérite pas d'être aidé. Oui, il ne mérite pas d'être aidé parce qu'il va gaspiller ce qu'on va lui donner. Parce qu'il ne saura pas comment les gens ont souffert pour l'avoir. L'État leur donne, c'est pas à cause de nos impôts et autres. Donc il faut que chacun se débrouille pour démontrer au moins qu'il mérite plus que celui-là. Et celui-là qui aura démontré la chose, l'État doit pouvoir l'encadrer, le former. L'État aussi doit pouvoir créer des incubateurs, des pépinières. L'État doit pouvoir créer des ressources nécessaires comme une espèce de fonds pour aider les plus méritants. Oui, il faut que l'État nous aide, mais l'État ne fera pas tout à notre place. Il faut d'abord que les jeunes gens démontrent leur talent d'entrepreneur. Et ça, c'est important. Ok. Ce qui est intéressant dans le modèle Djoula, on n'a pas besoin d'avoir un diplôme. Non. Il faut être organisé. Mettre en place un programme, et épargner. Être discipliné. Et être patient. Être patient. Et puis, s'appuyer sur la solidarité économique. Dans le livre, je parle beaucoup des essais qui ont été faits par des intellectuels ivoiriens qui ont économisé jusqu'à 200, 300, 400 millions. Et un jour, il y a un qui prend et dit ce qui appartient à tout le monde n'appartient à personne. Et des cas comme ça sont nombreux. Et c'est dommage. Parce que les banques ne donnent pas d'argent, c'est vrai. Mais parce que la banque est là pour tout le monde. Elle n'a pas à gaspiller l'argent de tout le monde. Mais nous, on peut contourner la banque en essayant de faire la preuve que ce qu'on appelle désormais les fonds participatifs, le crowdfunding, ça c'est des choses qui méritent vraiment d'être initiées, appuyées, et ça peut nous aider en tout cas à appuyer des gens, des entrepreneurs qui le méritent. Mais il faut d'abord que les gens fassent un effort. Ce que tu ne peux pas faire tout seul, tu peux le faire en groupe. Et avec le fonds du groupe, la banque n'aura pas d'autre choix que de venir t'appuyer. L'État aussi n'aura pas d'autre choix que de venir t'appuyer également. Donc je pense qu'il y a plein de choses qu'on peut faire, mais l'État doit pouvoir viabiliser tout ça. Et puis une fois que c'est fait, allez. Ok, merci Monsieur Koué-Maurice. Alors notre entretien tire à sa fin. Il faut le dire, c'est un ouvrage aussi de recherche. Et à la fin de toutes ces années de recherche consignées dans cet ouvrage, qu'est-ce que vous avez voulu que le lecteur retienne? Les lecteurs, je souhaiterais qu'ils retiennent le fait que le diplôme, oui, nous allons tous à l'école. C'est important. Parce que plus on a le diplôme, plus on a. Le diplôme est comme une lampe, une torche qu'on a chez nous. Ça nous permet d'avancer, de savoir où on va, et de réfléchir, d'évaluer ce qu'on fait. Mais ce n'est pas tout. Il faut que ça bouge. J'ai fait quelques années comme expert au NUDI à Bamako. Et là, il était question de sélectionner les entrepreneurs qui ont un esprit d'entreprise. Les plus méritants n'étaient pas forcément des ingénieurs, pour ne parler que de celui-là, mais plutôt des gens qui sont partis de rien et qui ont réussi à créer des entreprises industrielles. Je pense que, et ceux-là, ils ont damé le pion à tous les ingénieurs qui ma foi, tiraient de l'arrière.
Donc, il est important qu'on comprenne désormais que, oui, le diplôme c'est bon, mais il faut créer, il faut agir. Il faut agir si nous voulons que la Côte d'Ivoire avance. Et chacun doit donner sa part. Si on veut être émergent, il faut d'abord commencer par s'organiser nous-mêmes pour que nous soyons émergents avant que au même titre que le collectif que nous représentons tous. Merci beaucoup. Notre émission est terminée. Je rappelle que nous étions avec M. Koué Maurice. Il est socio-économiste, spécialiste en finances personnelles. M. Koué Maurice est auteur du livre « Le modèle Djoula, quel enseignement pour la création de richesse ». Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis et restez sur Business 24 Africa.